Lorsque j'ai commencé mes recherches sur les transformations urbaines du milieu du 19e siècle, je m'attendais aux explications habituelles, l'expansion industrielle, les débuts de la photographie, les systèmes de drainage défaillants, l'urbanisme chaotique. Rien d'inhabituel, rien de mystérieux, mais plus j'approfondissais mes recherches, moins les documents étaient incohérents. Car entre 1840 et 1880, un phénomène s'est produit dans des dizaines de villes à travers le monde, et les historiens continuent de le présenter comme normal, alors même que les preuves démontrent le contraire. Partout en Europe, en Amérique du Nord et même dans certaines régions d'Asie, le même phénomène se répète. Des quartiers entiers semblent soudainement ensevelis sous d'épaisses couches de terre compactée. Il ne s'agit pas de dégâts des œils, ni d'une lente érosion, ni de décennies d'accumulation progressive, mais de mètres de boue et de sédiments, suffisamment épais pour engloutir le rez-de-chaussée, voire le premier étage, d'immeubles encore habités. Les explications officielles sont toujours les mêmes. Les villes ont surélevé leurs rues, des problèmes de drainage ont provoqué des accumulations de boue. Les réformes urbaines ont nécessité la création de nouveaux étages. Les anciens sols sont devenus des sous-sols. Mais dès qu'on compare ces événements ville par ville, décennie par décennie, ces explications ne tiennent plus. Il ne s'agissait pas de changements lents. Il ne s'agissait pas de problèmes environnementaux isolés. Et ils ne suivaient le schéma d'aucune inondation naturelle connue. Elles sont apparues partout au cours de la même période de 30 à 40 ans, ce qui a d'abord attiré mon attention. C'est une série de daguerréotypes anciens de Varsovie et de Saint-Pétersbourg. Chaque image présentait les mêmes détails étranges. Portes situées en contrebas du niveau du sol, fenêtres à moitié enfouies sous la terre compactée, façades entières interrompues par des brusques dénivellations de terrain. Des ouvriers creusaient au lieu de construire en hauteur. Des échafaudages étaient installés pour atteindre de nouvelles rues plus élevées, et ces endroits n'étaient pas en paix des ruines. Il s'agissait de villes dynamiques, fonctionnant normalement tout en dissimulant quelque chose sous leurs pieds. En étendant mes recherches à Paris, Chicago, Boston, Vienne, San Francisco, Hambourg et Turin, la constance est devenue frappante. Chacune de ces villes a annoncé des travaux de surélévation de voiries quasiment au même moment. Chacune de ces coulées a absorbé d'énormes quantités de terre. Et dans chacune d'elles, les niveaux inférieurs des bâtiments anciens ont été enfouis, scellés ou effacés des archives historiques. Mais voici un détail que les historiens traditionnels passent sous silence. L'architecture enfouie paraît souvent plus ancienne, plus précise et plus aboutie que les constructions modernes qui la recouvrent. Des arches massives, une maçonnerie d'une précision telle qu'elle ne pouvait être estimée par les outils de l'époque. Des fondations plus profondes que n'importe quel plan officiel. Cela soulève une question simple, mais cruciale. Pourquoi des villes entières ont-elles été enterrées sous des sols encore structurellement sains? Pourquoi personne n'a-t-il cherché à retirer les sédiments au lieu de surélever les rues? Et pourquoi les archives photographiques ont-elles débuté précisément au moment où ces villes se creusaient? Ces contradictions m'ont conduit à approfondir mes recherches dans les documents d'ingénierie, les procès-verbaux des conseils municipaux et les premiers rapports géologiques. Et c'est là qu'un mot revenait sans cesse, discrètement, indirectement, toujours en marge. Tartarie. Non pas de façon aussi dramatique que dans les débats en ligne d'aujourd'hui, mais par des allusions subtiles. Fondations anciennes antérieures au plan actuel, structures plus anciennes que ne l'indiquent les archives, maçonnerie souterraine d'origine inconnue. Autrement dit, on découvrait dans les villes des bâtiments qui ne correspondaient pas à la chronologie architecturale établie par les historiens, ce qui soulève une possibilité troublante. Les villes n'ont peut-être pas été construites avec des sols enterrés. Elles ont été enfouies après leur construction. Les prétendus travaux de surélévation de voiries n'étaient peut-être pas de la construction, mais plutôt des travaux d'excavation. Des fouilles archéologiques massives et coordonnées, menées sur plusieurs continents pendant des décennies, se sont déroulées dans un laps de temps historique très court, précisément au moment où l'architecture de style tartare commence à disparaître.
Avant d'aller plus loin, avant d'examiner les documents, les sols enfouis, les plans de fouilles et les rapports d'ingénierie oubliés, si vous souhaitez approfondir les preuves rarement abordées par l'histoire officielle, abonnez-vous. Cela soutient la chaîne et me confirme votre intérêt pour la série complète. Merci. En poursuivant mes recherches sur la période 1840-1880, une question revenait sans cesse. Les villes se modernisaient-elles réellement? Ou bien étaient-elles en train de découvrir quelque chose? Car l'étude des alignements structurels, de la profondeur des fondations et des détails architecturaux préservés révèle que nombre de ces bâtiments correspondent exactement au style de ce que les chercheurs appellent l'architecture tartare du Vieux Monde. Un style qui paraît plus ancien, plus sophistiqué et étrangement uniforme d'un continent à l'autre. Ce qui nous amène à l'idée centrale de cette série, l'opération Exhumation. Entreprise du milieu du 19e siècle pour mettre au jour les vestiges d'un monde disparu. Un monde qui semble avoir été enseveli sous une coulée de boue planétaire. En explorant les archives, en recoupant cartes, rapports d'ingénierie et photographies urbaines anciennes, une chose est devenue claire. Les événements de 1840 à 1880 n'étaient ni aléatoires ni isolés. Les villes ne se contentaient pas de surélever leurs rues, elles répondaient à un phénomène bien plus vaste, enfoui, hérité, qu'elles n'étaient pas autorisées à nommer. Car, lorsqu'on compare ces travaux d'excavation, une étrange convergence se dessine. Paris, Saint-Pétersbourg, Varsovie, Chicago, Boston, San Francisco, gouvernements différents, climat différent, système politique différent. Pourtant, le même phénomène se répète avec une précision troublante. Des couches soudaines de terre compactées recouvrent les vestiges architecturaux, les équipes de fouilles travaillant vers le bas plutôt que vers le haut. L'épaisseur des sédiments est constante, de 2 à 4 mètres. Les niveaux inférieurs sont scellés et abandonnés au lieu d'être restaurés, et le style architectural sous-jacent semble plus ancien que la ville construite en surface. Mais plus tardivement, c'est là que le discours officiel devient intenable. Car si une seule ville subit des inondations inhabituelles, soit. Si 2 villes signalent une accumulation de sédiments, cela reste plausible. Mais des dizaines de villes à travers les continents présentant des profondeurs funéraires identiques, des fouilles identiques, des anomalies architecturales identiques, ce n'est pas une coïncidence, c'est une incohérence. Et cela m'a forcé à aborder un point auquel je ne m'attendais pas à être confronté si tôt dans mes recherches, le lien tartare. Non pas les versions exagérées d'Internet, ni les mythes sensationnalistes, mais la cohérence architecturale. Car les sols enfouis de ces cités présentent les mêmes caractéristiques. Une maçonnerie sophistiquée, des voûtes imposantes, des proportions de fenêtres bien antérieures aux principes architecturaux du 19e siècle, des fondations plus profondes, plus épaisses et plus précises que celles que les ingénieurs de 1840 pouvaient réaliser, et des symétries qui correspondent aux structures attribuées à l'Ancien Monde. Pour les historiens, il ne s'agit là que d'influences classiques. Mais les influences classiques n'expliquent pas la présence d'arches à 3 étages enfouis sous terre. Elles n'expliquent pas non plus la similitude des motifs de fenêtres dans des villes qui n'ont jamais partagé d'architectes. Et elles n'expliquent pas pourquoi ce style ancien est toujours la strate qui se retrouve sous terre. À ce stade, 2 possibilités subsistaient. Soit ces villes avaient toutes subi des catastrophes naturelles d'une ampleur identique au cours des mêmes décennies, soit elles exhumaient les vestiges d'une civilisation antérieure dont l'architecture ne correspondait pas au récit. Plus j'approfondissais la question, plus la seconde option me paraissait plausible. Dans les années 1850, les ingénieurs municipaux se plaignaient régulièrement de la profondeur inattendue des fondations. Certains rapports mentionnaient même la découverte de pièces situées sous le niveau de base enregistré. Les journaux faisaient parfois état de la mise au jour d'anciennes couches de pierre lors de travaux de voirie. La plupart de ces références sont brèves, 1 ou 2 phrases, puis disparaissent complètement, comme si elles n'étaient pas censées être mentionnées. Et puis, il y a le phénomène le plus étrange de tous.
Les villes n'ont jamais enlevé toute la boue. Ils ont enlevé juste assez pour rétablir l'accès à la rue, mais ont laissé des niveaux souterrains entiers enfouis à jamais. Pourquoi laisser des étages entiers sous terre si le but était de l'assainissement ou l'amélioration? Pourquoi ne pas avoir restauré les bâtiments à leur hauteur d'origine? La réponse se trouve dans le silence de ces documents officiels, car creuser plus profondément risquait de mettre au jour quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ne correspondait pas à la chronologie du 19e siècle. Et cela nous ramène à la Tartarie, non pas comme un empire mythique, mais comme une période architecturale oubliée dont les vestiges apparaissent partout, au niveau même de la strate enfouie. Des édifices à Saint-Pétersbourg, Varsovie, Chicago, Paris, Vienne, Lisbonne, Istanbul, tous présentent ce que les chercheurs en architecture alternative appellent la signature du design du vieux monde. L'échelle, la géométrie, la précision, la qualité des matériaux. Ces caractéristiques ne correspondent ni aux ressources ni aux techniques de leurs prétendus bâtisseurs, mais elles concordent entre elles, même à travers les continents. En poursuivant l'étude des archives photographiques, un autre détail est apparu. Chaque fois qu'une ville creusait pour mettre au jour ses anciennes structures enfouies, l'étape suivante était toujours la même. Les rues étaient rehaussées, les étages inférieurs et les façades scellées étaient rénovés pour paraître neufs. Les détails du vieux monde étaient effacés ou dissimulés derrière des briques. Autrement dit, à peine le vieux monde mis au jour, le nouveau le recouvrait aussitôt. Il ne s'agissait pas de restauration, mais de remplacement, d'une réécriture contrôlée du patrimoine architectural. Plus on approfondit les documents de fouilles, plus ce remplacement apparaît délibéré. Lorsque j'ai atteint les années 1850 et 1860, dans les archives, une chose est devenue très claire. Les villes ne se contentaient pas de s'adapter au nouveau niveau de rue. Ils se frayaient pour réintégrer leurs bâtiments. Et plus je consultais les archives, plus il apparaissait que ces fouilles n'étaient pas des improvisations, mais des réponses planifiées à un événement que personne ne voulait nommer. Dans des dizaines de villes, le scénario se répète. Une couche de terre inexpliquée apparaît. Les étages inférieurs deviennent inutilisables. Des équipes de travailleurs entreprennent des travaux d'excavation à grande échelle. Seules certaines zones cette sont entièrement déblayées. Le reste est discrètement scellé et oublié. C'était comme si toutes les grandes villes entraient simultanément dans la même phase de reconstruction. C'est là que le style devient indéniablement tartare, car les structures mises au jour n'étaient pas de rudimentaires bâtiments industriels primitifs. Elles étaient précises, massives et architecturalement alignées, caractéristique même de la construction tartare de l'Ancien Monde. Pourtant, les personnes qui effectuaient ces fouilles au milieu du 19e siècle semblaient ignorer ce qu'elles mettaient au jour. C'est là que la version officielle s'interrompt. Les documents municipaux mentionnent à plusieurs reprises des projets de réaménagement, de nivellement urbain et d'amélioration des rues, mais l'ampleur de ces excavations rend ces explications impossibles. À Varsovie, Saint-Pétersbourg, Chicago, Boston, Lisbonne et Melbourne, des pâtés de maisons entiers ont été mis à nu sur plusieurs mètres. Des tonnes de boue ont été enlevées. Les équipes de travailleurs ont œuvré pendant des années sans explication publique claire. Les rues ont été reconstruites plus hautes après les fouilles et non à leur place. Si la boue était due à une inondation normale, pourquoi le nettoyage ressemblait-il davantage à des travaux archéologiques qu'à des travaux de génie civil? Pourquoi les niveaux les plus profonds sont-ils restés enfouis? Et pourquoi chaque ville a-t-elle réagi de manière quasi identique face à la boue? Preuve d'une action concertée, j'ai commencé à comparer les procès-verbaux des conseils municipaux, les rapports des entreprises et les notes d'ingénierie de plusieurs villes. Différentes langues, différents gouvernements, différents continents. Mais les instructions étaient étrangement similaires. Déboucher l'entrée, dégager les arches inférieures, stabiliser les sols enterrés, rétablir l'accès au niveau d'origine. Il ne s'agissait pas de concevoir de nouvelles infrastructures. Il s'agissait de libérer les infrastructures anciennes de ce qui les recouvrait. Une excavation mondiale déguisée en modernisation. Alors, qui a donné l'ordre? Car voici ce qui est étrange.
Nombre de ces villes étaient jeunes, politiquement instables ou en pleine reconstruction après un conflit. Elles ne disposaient ni des fonds, ni des effectifs, ni de la coordination nécessaire pour entreprendre seules des travaux d'excavation d'une telle ampleur. Pourtant, en l'espace de 30 ans, elles sont toutes parvenues, on ne sait comment, à embaucher des dizaines de milliers d'ouvriers, à transporter des millions de tonnes de terre, à reconstruire des quartiers entiers et à remodeler leurs plans urbains de fond en comble, le tout sans documentation adéquate et en prétendant qu'il s'agissait simplement d'un réaménagement de la voirie. Lorsqu'un schéma se synchronise à ce point, il n'est plus fortuit. Quelqu'un ou quelque chose a orchestré ce rétablissement. Que les ordres proviennent des autorités impériales, des sociétés internationales d'ingénierie ou d'une réponse coordonnée après la catastrophe. Leur constance et leur synchronisation impliquent un effort centralisé. Et cet effort se concentrait sur un seul objectif: exhumer les vestiges de l'ancien monde qu'ils avaient enfoui. Le lien avec la Tartarie devenait alors incontournable. À mesure que les étages inférieurs étaient mis au jour, les rapports mentionnèrent des fenêtres surdimensionnées en sous-sol, des voûtes découvertes sous le niveau de la rue, des chambres scellées dégagées, des couloirs non cartographiés s'étendant sous des quartiers entiers et des fondations plus profondes que ne l'indiquaient les archives. Ces éléments ne sont pas caractéristiques des constructions du milieu du 19e siècle. Ils correspondent exactement aux caractéristiques des bâtiments associés à la Tartarie. Des fondations profondes, des fenêtres de plein pied d'une taille apparemment démesurée, une symétrie parfaite, des pierres, des agencements géométriques répétitifs, de vastes sous-sols et une uniformité inexplicable d'un continent à l'autre. Alors, soit les bâtisseurs du 19e siècle construisaient une architecture sophistiquée et parfaitement structurée avant de l'enfouir aussitôt, soit ils mettaient au jour une architecture préexistante. Et les photographies semblent privilégier la seconde hypothèse, puisque les premières images montrent des ouvriers qui enlèvent de la terre au lieu d'en ajouter. Le silence qui suit les fouilles est d'autant plus étrange. On pourrait penser qu'après avoir mis au jour des étages entiers d'architecture avancée, les historiens l'auraient documenté, les journaux en auraient parlé, les gouvernements l'auraient étudié, mais non. Les fouilles s'achèvent, les villes reprennent leur vie et le sujet disparaît du débat public. C'est comme si le monde avait tacitement convenu de ne jamais évoquer ce qui se cachait sous la boue. Et ce silence corrobore parfaitement les affirmations des chercheurs de Tartarie, selon lesquels l'inondation de boue du milieu du 19e siècle n'était pas seulement une catastrophe, mais une réinitialisation, suivie d'une reconstruction maîtrisée.